Oui, Stéphane, tu es où? Écoute, je crois que je suis pas loin, là, je suis près de ton bureau. Ah, mais tu vois où c'est d'habitude? Écoute, j'essaye de trouver... Ah, salut, Ça va? bah oui, toi? Ouais, content Ah, de te super, voir. bah écoute, tu vas t'as trouvé. Bon. Donc on parle des labos, c'est ça? Ouais, on parle des labs. Ok, eh ben on y va. Bonjour Stéphane, Bonjour. est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors je m'appelle Stéphane Vincent, je suis délégué général d'une association qui s'appelle la 27e Région. Et la 27e Région, c'est une association d'intérêt général qui travaille avec les collectivités, avec les services de l'État. Et on essaye depuis, on va avoir 10 ans bientôt, et ce qu'on essaye de faire, c'est explorer d'autres façons de concevoir des politiques publiques. Et depuis 2011 en particulier, on s'intéresse beaucoup à la forme du laboratoire d'innovation publique. Et on mène des expériences in situ dans des collectivités pour voir comment créer des fonctions comme des laboratoires d'innovation publique. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui résiste? Comment ça pourrait évoluer vers l'avenir également? Alors justement, ces laboratoires d'innovation, comment tu définirais ce qu'est un lab? Moi, je décrirais un laboratoire d'innovation publique comme une zone expérimentale dans une organisation publique, une administration, une collectivité. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on peut essayer de faire des choses qu'on ne peut pas faire traditionnellement dans l'organisation. Et parmi ces choses, c'est regarder l'organisation depuis les gens, depuis les réalités quotidiennes, plutôt que depuis la technostructure. C'est créer un cadre où on peut faire de l'essai-erreur. Donc c'est vraiment une zone expérimentale, un peu comme on a des zones de recherche et développement dans les grandes organisations privées par exemple. Et puis je dirais que c'est aussi un peu une fenêtre sur l'avenir, parce que c'est quand même des endroits où on teste des choses qui deviendront peut-être la norme dans les organisations publiques de demain. Donc c'est vraiment la zone neutre d'expérimentation. Et alors pour toi, ça sert à quoi en fait un lab? En fait, pour se poser la question de à quoi ça sert, il faut se demander pourquoi c'est en train de se développer en France, mais aussi en Europe. En Europe, il y aurait aujourd'hui, semble-t-il, une soixantaine de projets de laboratoires. Je pense qu'il faut pour comprendre, il faut se replonger dans l'histoire ancienne et récente de l'administration. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est construire des politiques publiques. Construire des politiques publiques, c'est devenu vraiment compliqué. C'est-à-dire que la société a changé, les gens ont changé. Le regard et la place qu'on accorde aux citoyens dans la fabrique des politiques publiques a changé. Et en fait, je pense qu'on s'est aperçu, tout le monde s'est un peu aperçu, ou beaucoup de collectivités d'administration se sont aperçues à peu près il y a 10 ans et un peu plus, que peut-être qu'il manquait dans nos administrations des endroits où justement tester des choses différentes et aborder cette complexité. Plutôt que de filer tout de suite vers la solution, peut-être d'avoir des endroits où on est plus réflexif. Donc je pense que la création des labs correspond à un moment où on a réalisé qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le puzzle de l'administration. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui manquait absolument, qui était une zone de conception créative, de réflexivité, et que voilà, cette pièce, on est en train de la créer. Et je pense que voilà, on est en train de remplir ce manque actuellement. Mais alors, c'est quoi les spécificités d'un lab d'innovation publique? Alors, si on rentrait dans une collectivité ou une administration équipée d'un laboratoire d'innovation, qu'est-ce qu'on verrait? D'abord, on verrait un mix de compétences et de disciplines un peu particulier. C'est-à-dire que on retrouverait d'abord une équipe, un laboratoire, c'est une équipe d'agents. On va retrouver des agents qui viennent plutôt des sciences de gestion, des sciences administratives, on va dire. Mais on va retrouver aussi avec eux des gens qui viennent de disciplines un peu plus exotiques et qui ont pour point commun de s'intéresser énormément aux usages et aux usagers. Et donc on va retrouver des gens qui viennent de la sociologie, on va retrouver des gens qui viennent de l'ethnologie, qui est pas très loin mais un peu différent. On va retrouver aussi beaucoup de gens qui viennent du design et de la conception créative. Ce sont des gens qui sont un peu des avocats des usagers et qui vont amener aussi une capacité à faire du test, de l'essai-erreur, de la simulation. On va retrouver aussi dans certains laboratoires, on va retrouver aussi des professions on va retrouver des vidéastes, on va retrouver des journalistes. On va retrouver bien sûr des gens du digital, on va retrouver des gens spécialistes de la data. On va retrouver une équipe pluridisciplinaire un peu particulière. On va retrouver, ce qu'on va voir aussi, c'est des modes d'opératoire et des façons d'agir un peu nouvelles. En général, dans les laboratoires, parmi les activités, il y a des activités d'exploration, d'immersion.
Les laboratoires, leur travail, c'est de partir en immersion dans les problèmes publics, de rentrer dans le souterrain de l'administration et de regarder les choses depuis le quotidien des usagers. On va retrouver aussi des activités de tests et de simulation. On va faire des tests utilisateurs. On va repartir sur le terrain et tester un dispositif public et le mettre à l'épreuve, voir s'il fonctionne. On va retrouver des activités de production de scénarios prospectifs. On va essayer d'imaginer des nouveaux concepts. On va retrouver aussi des activités. Les laboratoires sont souvent sollicités aussi pour faire de la sensibilisation et de l'animation auprès des équipes. Parce que le laboratoire, c'est pas un club d'initiés, c'est fait aussi pour diffuser une culture de l'innovation dans la structure. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir aussi de temps en temps un lieu. Beaucoup de laboratoires jugent à juste titre que peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait un espace qui facilite la coopération, qui soit un endroit neutre où il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire quand on rentre dans cet endroit, qui peut être un open space par exemple, conçu pour la coopération, ben dans ces endroits-là, quand on y rentre, on est un peu moins chef de service, on est un peu moins élu, on est tous dans un esprit de coopération. Chacun reprend ses attributs quand il en sort, mais on a, et souvent avoir un lieu qui symbolise ça dans l'administration peut être extrêmement intéressant. Donc voilà le genre de choses qu'on trouvera dans un laboratoire. Et pour toi, c'est quoi les avantages d'un lab d'innovation publique? Qu'est-ce que ça apporte à une administration? Alors, on pourrait dire un laboratoire d'innovation publique, ça aide à produire de nouvelles solutions. Mais en réalité, ça aide peut-être avant à réfléchir à une nouvelle façon de penser les problèmes. C'est-à-dire que la véritable plus-value des laboratoires d'innovation, c'est justement de ne pas filer tout de suite vers la solution, mais d'examiner d'une autre façon les problèmes et peut-être de transformer certains de ces problèmes en opportunités. Donc les laboratoires sont un peu là pour mettre le doute dans des machines administratives qui tournent et qui filent tout droit. Le laboratoire il est là pour peut-être dire, peut-être qu'on devrait considérer tel problème d'une façon différente et ouvrir d'autres pistes en fait. Parce qu'on peut on peut produire de très très belles solutions de politique publique, mais en face de problèmes mal posés. Le laboratoire est là pour essayer de trouver la bonne façon de rentrer dans le problème et d'imaginer des façons de transformer les problèmes en opportunités. Je dirais que par ailleurs, l'avantage c'est que souvent les laboratoires peuvent jouer un rôle de trait d'union et de médiation entre les usagers de l'administration, les agents eux-mêmes, l'exécutif, les élus. Et souvent, c'est un peu l'endroit où tout ça peut se resynchroniser. Donc ils ont une place, quand ça se passe bien en tout cas, ils ont une place assez centrale. Et est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples vraiment intéressants de labs publics? Il y a un laboratoire d'innovation publique qui a de la bouteille maintenant et qui sert un peu de phare pour beaucoup d'autres. C'est le MindLab que le gouvernement du Danemark a créé il y a maintenant 17 ans. Ils vont fêter leurs 18 ans. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est vraiment, c'est une équipe de 20 agents et designers et sociologues, psychologues et d'autres professions embarqués à bord du gouvernement, financés par 3 ministères, donc ils ont une gouvernance assez claire. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme ils ont 17 ans, ils ont vécu plusieurs vies. Et ils ont vécu des crises, ils ont vécu les changements d'équipes ministérielles, de majorité, ils ont survécu. Et ils ont d'ailleurs publié des éléments permettant de voir les différentes vies qu'ils ont vécues. La première année où ils sont là pour faire leurs preuves, la deuxième où ça y est ils l'ont fait, mais il faut gagner les cœurs d'autres ministères et d'autres directions. Donc c'est très intéressant de voir que les labos en fait c'est des trajectoires et qui bougent au cours du temps. S'ils bougent pas, c'est pas très bon signe. Mais alors qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'un lab? En fait, on peut attendre des objectifs à court, moyen et long terme. Les objectifs à court terme, c'est quand le laboratoire commence à travailler sur des vrais projets. En général, on voit très bien que ces projets sont menés de façon tout à fait différente. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire la preuve du concept et qu'un laboratoire peut montrer qu'à l'échelle d'un projet, il va par exemple apporter des solutions différentes, créer une meilleure coopération entre les acteurs, produire des propositions auxquelles on n'avait pas pensé ou auxquelles au contraire tout le monde pensait depuis très longtemps mais on ne les avait pas mis en forme. Donc à court terme c'est à l'échelle du projet.
À moyen terme, c'est à l'échelle du management. C'est-à-dire que il y a des recherches qui commencent à être publiées sur ces sujets. L'impact à moyen terme du design et des fonctions de laboratoire dans les collectivités, c'est qu'elles influent sur la culture managériale. Le retour que font les directeurs généraux, les DGS, c'est que ça introduit plus d'esprit de coopération, plus d'esprit de réflexivité. C'est-à-dire on intègre qu'en fait il faut de l'essai-erreur, il faut du doute et il faut laisser la place pour le droit à l'essai-erreur, je dirais. C'est aussi un meilleur esprit de coopération, c'est-à-dire on arrive mieux à traiter des politiques multipartenariales. Donc on commence à voir que c'est en train de faire pivoter la culture du management. À long terme, ce qu'on commence à montrer les travaux des chercheurs, c'est que quand ça se passe bien en tout cas, ça peut carrément transformer la gouvernance de l'administration ou de la collectivité. C'est-à-dire, là cette fois c'est un changement plus systémique. Le fait qu'on ait tout recentré en repartant des usagers, à la fois les agents, les citoyens, fait changer, rend beaucoup plus systémique le travail de l'administration. On a une vision, on arrive à naviguer de l'amont à l'aval beaucoup plus facilement. Il y a une plus grande mobilité. Alors en revanche, c'est pour les directeurs généraux qui doivent construire des projets d'administration, c'est beaucoup plus itératif. C'est-à-dire qu'on peut moins raconter comment va fonctionner l'administration. Ça va être quelque chose de plus expérimental. C'est ce qu'on commence à voir. Mais en tout cas, c'est une nouvelle gouvernance orientée autour des citoyens, des usagers, qui peut faire pivoter l'ensemble de l'administration. Mais alors, pour toi, c'est quoi les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les labs ? Alors, en fait, les laboratoires, le laboratoire, c'est quand même un objet assez particulier et un peu fragile. Donc, il y a plusieurs écueils qui attendent les laboratoires. D'abord, il faut savoir qu'il y a environ un échec sur deux. C'est-à-dire qu'il tout ça est quand même encore émergent et on commence à mieux comprendre comment créer des dispositifs comme ça, mais il y a des vrais écueils. Parmi les écueils, il y a l'effet de communication, c'est-à-dire on crée le laboratoire comme une campagne de communication en faveur de l'innovation, mais en réalité, personne n'a l'intention de réellement changer les choses, donc on est plus dans les apparences. Le deuxième écueil, c'est, j'appelle ça la satellisation, c'est-à-dire que ça se passe plutôt bien, mais c'est un club d'initiés. Et donc, à la fois, ça part un peu en orbite de l'administration, ça se crée beaucoup d'ennemis parce que tout le monde regarde ça en disant « mais on comprend pas ce qu'ils font ». Donc, il y a un risque souvent de satellisation. Il y a un troisième risque qui est l'indifférence. Ça produit des choses sympathiques, mais qui font pas mal. Et donc, comme elles dérangent personne, tout ça reste de l'innovation pour l'innovation. Donc, ça ne provoque la colère de personne, et ça, c'est pas très bon signe. C'est aussi dans la résistance que se font les choses. Il y a des écueils dans la mise en œuvre, c'est-à-dire que les laboratoires sont assez bons pour réinterroger le problème, inventer des nouveaux scénarios. Ce qui reste toujours très difficile, c'est la mise en œuvre après. C'est-à-dire que ce qui est très dur, c'est de mettre en œuvre les solutions qui ont été préconisées. Il y a un autre écueil qui est le manque de moyens. On confond souvent les laboratoires comme sujet de coût et les laboratoires comme sujet d'investissement. Là aussi, tous les observateurs et les chercheurs disent qu'il faut considérer ces structures-là comme des sujets d'investissement. Si vous n'investissez pas, vous n'aurez pas de retour. Et puis je terminerai, il y a un risque de fétichisme aussi autour des labos, c'est-à-dire qu'il faut avoir son labo aujourd'hui. Or, il y a plein de collectivités, françaises, par exemple, qui n'ont pas, dans les termes, un laboratoire, mais en fait qui agissent déjà comme des laboratoires. Elles font de la recherche utilisateur, elles font de l'essai-erreur, et elles appellent ça labo. Donc il faut se dire, voilà, comment on fétichise pas, comment c'est pas un nouveau fétiche des innovateurs. Et pour finir, si tu avais un ou deux conseils à donner à des agents qui veulent monter un laboratoire? Alors, je pense que d'abord, il ne faut pas fanfaronner. C'est-à-dire qu'il faut démarrer un peu sous le radar. Et de toute façon, on ne décrète pas un laboratoire. Donc, il faut commencer par faire des tests, expérimenter les méthodes des laboratoires à l'échelle de petits projets, puis de plus gros. Et en fait, on devient laboratoire. Je dirais ensuite qu'il faut être collectif.
beaucoup de laboratoires se créent sans les agents. Quand ils ne se créent pas aussi sans les usagers. Donc comment on crée des laboratoires de façon coopérative et nous on pense même que ce sont les agents qui doivent créer les laboratoires. C'est-à-dire qu'il faut équiper, outiller, faire de l'empowerment avec les agents pour que ce soit eux-mêmes qui inventent le laboratoire. Une troisième chose, c'est bien se dire, en fait, il faut être cohérent. Un laboratoire, c'est de façon consubstantielle une démarche expérimentale. Donc il faut le créer de façon expérimentale, sinon il y a quelque chose qui cloche. Donc il faut il faut considérer qu'un laboratoire c'est plus un processus expérimental qu'une institution ou un nouveau département. Donc il faut construire un protocole d'expérimentation, il faut construire une démarche expérimentale et construire le labo sur un mode essai-erreur. Et enfin, je dirais, à chaque administration son laboratoire, et en particulier, je pense que les trajectoires, et chaque administration doit se construire sa propre trajectoire en fonction de ses contraintes, de sa taille, de son périmètre de politique publique. Et donc, normalement, on devrait, si les choses se développent de ce côté-là, on devrait avoir des laboratoires tout à fait différents et des trajectoires tout à fait différentes d'une collectivité à une autre, et ce sera normal. Merci Stéphane. Merci à toi.